Merci de m'avoir invité à parler de ces thématiques pour mieux connaître une technologie médicale unique et faire découvrir un traitement médical spécifique adaptable à diverses pathologies. Et ça peut présenter un intérêt particulier dans notre spécialité. Et je commence par définir le caisson hyperbare. Au fait, sur l'image, vous voyez l'image d'un caisson hyperbare de l'hôpital militaire ici à Rabat, une vue de l'extérieur et une vue d'intérieur. C'est une installation médico-technique qui est étanche, au sein de laquelle plusieurs patients peuvent être exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet principalement d'accroître l'oxygénation des tissus. Cette installation a été utilisée au début dans les accidents de décompression chez les plongeurs. Et ça a été découvert, au fait, dès le 19e siècle, exactement en 1871, dans la construction du Brooklyn Bridge à New York, pour relier Manhattan à Brooklyn. Et il y a eu plusieurs morts, 27 ouvriers, au fait, c'est des scaphandriers qui travaillaient dans les travaux sous-marins, qui étaient décédés à cause d'accidents de la remontée rapide à partir d'une profondeur de plus de 35 mètres. Pour mieux comprendre ces accidents de la décompression, ces accidents de la plongée, en fait, ils surviennent chez des plongeurs qui descendent soit profondément ou qui restent longtemps et qui remontent trop vite sans faire de palier de décompression. Comme vous voyez ici sur cette image, il y a un rapport entre la profondeur et la durée. On ne peut pas rester longtemps en profondeur. Ici, à 40 mètres, on ne peut rester que 5 minutes, alors qu'à 20 mètres, on peut rester 40 minutes. Tout ceci va être responsable d'une baisse de la pression ambiante subie par le corps à la suite d'une forte compression antérieure pendant la plongée. Et donc, depuis le 19e siècle, il est connu que le fait de respirer de l'oxygène sous une pression plus grande que la pression ambiante, ceci va entraîner une augmentation de la quantité d'oxygène dans le sang et sera responsable des accidents de décompression. Et depuis 1960, les sociétés savantes ont proposé des indications médico-chirurgicales pour le traitement par oxygénothérapie hyperbare. Et donc, je définis cette oxygénothérapie hyperbare, qui est une modalité thérapeutique d'administration d'oxygène par voie respiratoire à une pression supérieure à la pression atmosphérique, un bar ou une unité d'atmosphère absolue. Elle consiste en l'inhalation d'oxygène pur à 100% par un sujet qui est placé dans un caisson hyperbare à des pressions supra-atmosphériques à 2 à 3 fois la pression atmosphérique pendant une durée minimale de 90 minutes. Quelques bases théoriques sont indispensables pour mieux comprendre la pratique du caisson hyperbare. Au fait, les effets thérapeutiques de l'oxygénothérapie hyperbare résultent de 2 mécanismes. D'abord, la pression barométrique qui est élevée et aussi la pression partielle en oxygène qui va être augmentée. Pour la pression barométrique, elle obéit, c'est un processus qui est purement mécanique. Elle obéit à une loi, c'est la loi de Marriott et Boyd. C'est qu'à une température constante, le volume d'une masse gazeuse, il est inversement proportionnel à la pression, et on voit bien ici sur cette image, quand on augmente la pression, quand on va en profondeur, on diminue le volume, et vice-versa. Cette image pour faire comprendre ce qui se passe exactement au cours de la plongée et qu'on va traiter après par l'oxygénothérapie hyperbare. Ça obéit à la loi d'Henry. Au fait, en plongée, on respire de l'air qui est comprimé. Ici, en descendant à une pression à 3 bars, on respire de l'air qui est comprimé, qui va se dissoudre dans le corps à pression élevée. Et lors de la remontée, on a la pression qui va diminuer et le volume d'azote n'est pas consommé et il va augmenter en formant ainsi des bulles de gaz et va obstruer les vaisseaux. Et c'est ça l'accident de la plongée. Donc, en augmentant la pression, le volume des bulles de gaz vont diminuer et donc
c'est la loi de Mariotte, c'est ça qui va permettre de réduire la taille d'une bulle de gaz, comme dans les embolies gazeuses et dans les accidents de plongée. À côté de la pression barométrique, il y a l'augmentation de la pression partielle en oxygène. En fait, en utilisant le caisson hyperbare, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de schématiser ça plus simplement. En respirant de l'air ambiant, on respire de l'oxygène à 21%. Cet oxygène, il va pénétrer dans le sang, il va se fixer sur le globule rouge, il va être transporté vers les tissus. Et il y a une petite fraction d'oxygène dissous qui ne va pas être utilisée, il circule dans le sang, dans le flux sanguin. Et c'est cette fraction d'oxygène dissoute qu'on va essayer d'augmenter en respirant 100% d'oxygène à une pression, à 3 fois la pression atmosphérique. Ceci va augmenter la pression partielle d'oxygène dissous dans le sang, et c'est ça ce qui va expliquer l'augmentation d'oxygène sous forme dissoute. Ceci a des effets, c'est que l'oxygène dissous va suppléer le défaut de transport sanguin d'oxygène par l'hémoglobine et accélérer la dénitrogénation. De ces actions découlent les effets physiologiques. Donc on a cet effet de suppléance de l'oxygène dissous. Donc c'est la substitution de l'oxygène combiné à l'hémoglobine par l'oxygène dissous et l'augmentation du volume de diffusion d'oxygène qui sera, et on voit ça dans les cas d'altération de l'hémoglobine, comme dans les intoxications au monoxyde d'azote ou lors des anémies, ou aussi les artériopathies quand on a une oblitération de la lumière vasculaire. L'oxygénothérapie hyperbare a aussi un effet vasoconstricteur et donc sera responsable de la réduction des œdèmes inflammatoires. Elle a un effet bactériostatique et bactéricide avec une action sur les anaérobies, mais aussi sur les aérobies dès que la pression est plus de 1,3 atmosphère. Et il stimule aussi la phagocytose des polynucléaires, donc elle a un effet anti-infectieux, surtout dans les infections graves des tissus mous. L'oxygénothérapie hyperbare a aussi un effet de cicatrisation en augmentant la prolifération et l'activité des fibroblastes, en augmentant la synthèse du collagène, de l'angiogénèse et en augmentant l'index mitotique des cellules épithéliales. Elle a un effet aussi sur la déformabilité érythrocytaire et donc elle améliore la viscosité sanguine. Alors pour les indications, vu les différents modes d'action, on a vu que c'est une thérapeutique, c'est vrai, qui est jeune, mais qui a un certain nombre d'actions qui peuvent être intéressantes. Quelles sont ces indications? Les indications sont validées par un rapport de la Haute Autorité de Santé qui a eu lieu en 2007, et il y a une vingtaine d'indications qui sont validées et qui ont été aussi proposées par le comité européen de la médecine hyperbare et la société américaine de la médecine hyperbare. Et je vous donne ici quelques exemples du service de la médecine nucléaire ici à l'hôpital militaire. Ça, c'est un pied diabétique qui a bénéficié de 22 séances d'oxygénothérapie hyperbare. Et là, c'est le résultat. Et aussi ce mal perforant plantaire, après 30 séances d'oxygénothérapie hyperbare, et donc on voit bien que ça marche. Ces indications du rapport de l'HAS ont été renforcées récemment par une conférence de consensus européenne qui a eu lieu à Lille en avril 2016. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence de consensus? En fait, je vais rappeler juste le grading parce que je vais parler du type 1 et du type 2. Le type 1, il est fortement recommandé. Le type 2, il est recommandé. Et il y a les niveaux A, B et C. En fait, ça dépend des études. Le A, c'est des études contrôlées, randomisées en double aveugle. Le B, double aveugle avec biais méthodologique. Et le C, selon un consensus d'experts sur le sujet. Et donc, moi, je vais me contenter de présenter les types 1 et 2
qui sont fortement recommandées et qui sont recommandées dans les indications en rhumatologie. Alors, je commence par l'ostéonécrose aseptique de la mâchoire. Au fait, c'est une indication qui est historique et qui est intéressante. Et on peut faire un encadrement de la chirurgie par oxygénothérapie hyperbare. Il y a une étude intéressante, une étude canadienne. C'est un essai contrôlé randomisé qui a recruté 46 patients. 46 patients. Et donc, chez le groupe qui ont reçu l'oxygénothérapie hyperbare, on voit bien qu'il y a une nette amélioration de la douleur chez les patients avec ostéonécrose aseptique de la mâchoire, avec un effet osseux intéressant, comme vous voyez ici sur cette radiographie, après 30 séances d'oxygénothérapie hyperbare. Et au fait, cette oxygénothérapie hyperbare, elle est proposée en cas d'échec de traitement conventionnel. On n'est pas là pour se substituer à un traitement conventionnel. À côté de l'ostéonécrose de la mâchoire, il y a l'accident osseux en plongée, avec un niveau de preuve 1C. C'est un fait qui fait plus l'objet d'une urgence. Et on voit au cours de l'accident de la plongée qu'il y a des localisations bulleuses au niveau tendineux, et c'est ça qui fait très mal. Et ils vont être traités par recompression. Au fait, dans un cas sur deux, il y a le dégazage de ces bulles tendineuses et qui va se faire en intra-osseux, comme on voit ici. Et c'est ce foyer qui s'est dégagé en intra-osseux et qui va donner des foyers d'ostéonécrose qui vont être après jugulés par l'oxygénothérapie hyperbare. Ça peut être localisé en extra-articulaire, comme on voit ici, et c'est généralement au niveau huméral, ou alors en intra-articulaire avec un risque d'arthrose et un effondrement de la tête humérale et un risque d'arthrose plus tard. Ça peut se localiser aussi au niveau des têtes fémorales et au niveau de la partie distale du tibia. D'autres indications, au fait, pour l'ostéonécrose fémorale de la tête, fémorale, c'était niveau 2B. C'est une indication qui était abandonnée avec les progrès de la chirurgie et de la rhumatologie. Et on pensait que le fait de proposer une oxygénothérapie, c'était un traitement lent et qui ne modifiait pas beaucoup l'évolution de cette ostéonécrose. Mais les études, ils ont montré que quand il y a une ostéonécrose en phase initiale, c'est-à-dire en phase inflammatoire, il y a un bénéfice de l'oxygénothérapie hyperbare. Et au fait, c'est vrai, parce que cette étude, je vous ai présenté cette étude, au fait, c'est une étude qui est faite randomisée en double aveugle. Pour faire du double aveugle en hyperbarie, ce n'est vraiment pas simple. Et donc, c'est vrai qu'on est dans de toutes petites séries. On a ici une vingtaine de personnes. Mais c'est une méthodologie qui mérite d'être citée. Et voilà, ce sont des patients qui avaient un stade 2 de FICA et qui ont bénéficié de 30 séances d'oxygénothérapie hyperbare. Et on remarque bien que dans l'autre groupe qui a inhalé juste de l'air ambiant, il y a une nette amélioration de la douleur chez le groupe ostéonécrose avec oxygénothérapie hyperbare. Et aussi sur le plan radiologique, ces patients ont été suivis par IRM. C'est l'IRM initial. Et là, c'est après 12 mois. Et cet effet, il est persistant. C'est un contrôle après 7 ans de l'évolution de l'ostéonécrose. Donc, il est suggéré un traitement par oxygénothérapie hyperbare à la phase initiale, c'est-à-dire à la phase inflammatoire d'une nécrose de la tête fémorale. Je vous présente aussi cette méta-analyse d'une équipe chinoise qui, en fait, qu'ils ont
montrait qu'il y a un effet clinique important dans toutes les études présentées à cette méta-analyse, l'effet clinique de l'oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de l'ostéonécrose aseptique. Et donc, ces patients, ils peuvent obtenir un effet de traitement clinique significativement amélioré qui est digne d'application clinique. Alors, d'autres indications moins directes, mais qu'on peut rencontrer dans les pathologies inflammatoires, à savoir les ulcères ischémiques, avec un niveau de preuve de C. Et je vous mets ces images que j'ai empruntées du service de la médecine nucléaire à Lille. C'est une patiente qui a un lupus en échec thérapeutique. Et on voit bien, après 30 séances d'oxygénothérapie, qu'il y a eu une stabilisation de la lésion avec un résultat trophique qui est très intéressant. Aussi, cette patiente, au fait, c'est une patiente qui a une polyarthrite rhumatoïde qui a été opérée avec une nécrose en post-opératoire. Et cette patiente, elle a bénéficié de 20 séances d'oxygénothérapie avec une nette amélioration. Et cette patiente a rapporté aussi une amélioration de ses douleurs au niveau des épaules. Et, au fait, ce n'est pas une indication consensuelle. Là, on est en train de traiter les lésions cutanées et pas ces douleurs articulaires dans le cadre de la PR. On arrive à une autre indication, ce sont les ostéites réfractaires. Et je vous ai mis l'exemple du pied diabétique. Au fait, au cours du pied diabétique, on ne sait jamais ce qui se passe. Est-ce que c'est seulement une ostéite ou c'est une ostéonécrose aussi associée? Et là, comme vous voyez, il y a une plaie, donc il y a un contact avec l'os. Et on est probablement dans une ostéite. Et le résultat, il est intéressant, aussi bien sur le plan trophique que sur le plan osseux. On a terminé les indications, mais il y a d'autres utilisations. Il y a pas mal de choses qui bougent maintenant sur les syndromes de douleur chronique et de fatigue chronique, et probablement par une stimulation des systèmes antiradicalaires avec des études intéressantes, et notamment cette étude israélienne avec des niveaux de preuves qui sont assez intéressants, par cette étude en crossover qui a montré un niveau de preuve important avec des p-values, comme vous voyez ici, très très significatives, aussi bien sur le plan douleur articulaire que qualité de vie et aussi l'évaluation fonctionnelle. Et j'étais agréablement surprise par ce fichier du service de médecine nucléaire à l'hôpital militaire à Rabat. Ils ont déjà 15 malades à partir de 2015, 15 malades fibromyalgiques recrutés à partir du service de l'hôpital militaire de rhumatologie et aussi par des confrères de Casablanca. À côté de ça, il y a l'effet de l'oxygénothérapie dans les blessures au cours des sports. Au fait, c'est l'oxygénothérapie dans les blessures sportives. Elle est proposée dans les thérapies en première intention ou en adjonction à un traitement. Elle a montré des effets qui sont intéressants, mais des études contrôlées et randomisées sont intéressantes pour confirmer l'effet de cette thérapie dans les blessures au cours du sport. Mais aussi le paradoxe d'oxygène. Alors, pour le paradoxe d'oxygène, c'est une équipe belge qui a montré que, au fait, c'est la fluctuation d'oxygène, c'est le fait de passer de petites pressions à de grandes pressions, c'est ça qui accélère la maturation du nouveau tissu, et peut-être que ça va
Peut-être que ça va se présenter après pour des indications. Alors, qu'en est-il de cette oxygénothérapie en pratique ? Si vous voulez référer des malades pour oxygénothérapie hyperbare, sachez qu'il y a des contre-indications absolues, à savoir le pneumothorax non drainé, la crise d'Angor et l'OAP lésionnelle. Il y a aussi des contre-indications relatives, à savoir la maladie pulmonaire obstructive chronique, les antécédents de pneumothorax spontané, les otites, les sinusites. Il faut qu'il y ait un état hémodynamique stable, les épilepsies et les hypertensions artérielles non contrôlées. Il faut aussi informer le patient des effets indésirables qui peuvent être rencontrés au cours de cette oxygénothérapie hyperbare, tels les barotraumatismes de l'oreille moyenne, les sinus et les dents, la toxicité de l'oxygène envers le système nerveux central et les poumons, c'est vrai qu'elle est rare. Il y a des cas d'hypoglycémie et d'apparition de cataractes qui ont été décrits, et aussi des convulsions par crise hyperoxique. Comment se déroulent ces séances d'oxygénothérapie hyperbare ? Là, je vous montre une vue intérieure du caisson hyperbare à l'hôpital militaire à Rabat. Au fait, les protocoles d'application, ils durent 90 minutes. Il note l'heure d'entrée et bien sûr l'heure de la sortie, l'heure de l'entrée, et la pression augmente à 15 mètres. Ils font une respiration max d'oxygène à 100% pendant 20 minutes, pause de 5 minutes, puis 20 minutes, 5 minutes. Et au fait, ce protocole, il accepte des variations. Comment s'organisent les séances ? Les patients sont accompagnés au début par un infirmier qui est spécialisé en hyperbarie. Les patients peuvent être assis ou allongés sur le brancard. De la musique peut être diffusée pendant le traitement. Ils peuvent lire, peuvent jouer aux cartes. Et donc, cette oxygénothérapie hyperbare, elle élargit de jour en jour son panel d'indications. La rhumatologie en profite aussi. Son application est cependant limitée par la nécessité d'une structure adaptée. Et là, je vous mets la répartition des caissons hyperbares civils et militaires au Maroc. Il y en a 6. Un à l'hôpital militaire à Rabat, et un à la gendarmerie à Temara. C'est un petit caisson hyperbare. Il y a un autre militaire à Qsar el-Kbir, c'est dans l'école de la plongée militaire. Un autre à Mdiq, au fait, il y a un port de plaisance, ils font de la plongée de plaisance. Et un à Casa, à la clinique Shifa. Et un autre caisson hyperbare dans la marine royale. Ceux qui reçoivent les malades, c'est juste le caisson hyperbare à l'hôpital militaire à Rabat et la clinique Shifa à Casa. Je voulais juste vous dire que la séance coûte 150 dirhams. Et je conclue ma présentation par vous dire que l'oxygénothérapie, ça marche avec des niveaux de preuve. Mais le problème, c'est quelle est sa place dans la stratégie thérapeutique. D'autres maladies ont montré avec l'oxygénothérapie de bons résultats, mais il n'y a pas de preuve, de niveau de preuve, d'où la nécessité de contrôle, d'études contrôlées randomisées pour conclure à l'efficacité de ces thérapeutiques. Et l'obstacle immense à vaincre, c'est la disponibilité locale du caisson hyperbare. Je vous remercie.